Et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Point qui s'intéresse ce soir à la problématique de l'eau dans le monde rural. L'actualité oblige, nous nous intéresserons sur Touba à quelques jours de la célébration du Grand Magal. Vous le savez, c'est déjà le rush dans la ville sainte et forcément le souvenir des pénuries notées lors des dernières éditions refait surface. Ce soir donc, nous recevons le directeur général de l'OFOR, l'Office des forages ruraux du Sénégal, Lassana Gagnisaro, pour un point complet sur le dispositif mis en place pour mettre Touba et dépendance à l'abri. L'OFOR, créé en 2014, reste ainsi le signe extérieur, la volonté de l'État de résoudre à jamais la problématique de l'eau en milieu rural. Monsieur Saro, bonsoir. Bonsoir Ngari, oui. Et merci pour cette invitation. C'est nous. Vous êtes le directeur général de l'OFOR, on l'a dit, l'Office des forages du Sénégal. Vous êtes créé en 2014, c'est cela? Oui, exactement. Le 1er octobre 2014, exactement. En fait, créé, c'est pour dire, nous sommes devenus opérationnels depuis le 1er octobre 2014. Oui, et c'est dans le sillage d'une réforme qui date déjà de 1980 et dont l'objectif était un peu de réussir dans le monde rural ce que nous avons réussi, ce que l'État a réussi avec l'hydraulique urbaine. Mais la mayonnaise a mis du temps à prendre, non? Dire que la mayonnaise a mis du temps à prendre, je ne sais pas trop. Nous sommes opérationnels depuis le 1er octobre 2014 avec un agenda très précis que nous exécutons. Et nous sommes en avance en réalité sur ce qu'on appelle mettre en place les délégations de services publics. Je pense que la question fondamentale qu'il faut se poser, pourquoi nous en sommes arrivés à ça, c'est qu'il y a en réalité une nette césure aujourd'hui dans la gestion de l'hydraulique entre le monde urbain et le monde rural. Je pense que tant que nous continuerons à parler d'hydraulique urbaine et d'hydraulique rurale, tant que nous verrons les dames dans le monde rural marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau, tant qu'on les verrait avec des bassines sur la tête, c'est que nous n'aurons pas réussi notre mission. C'est malheureusement le cas jusqu'à présent. On a voulu faire de l'hydraulique dans le monde rural, ce qu'on a fait avec la SD et la SONES dans le milieu urbain, mais on a du mal à réussir toujours. Il y a le problème de l'accès qui se pose. Le problème de l'accès se pose avec acuité, mais justement nous sommes là pour régler ces problèmes. Et je pense qu'il y a des avancées significatives qui ont été faites sur ces 2 dernières années. Et je pense que 2016-2017 va être un déclic important pour que les problèmes d'accès à l'eau soient résolus de façon structurelle sur la durée pour les populations. Donc, après 2 années de naissance, aujourd'hui, l'OFOR est dans son rôle. Le tempo de l'exécution de tout cela, il est bon. Il y a le PUDC à côté. Quels sont les rapports un peu? Le PUDC, je pense qu'on fait beaucoup de confusion. Il n'y a aucune rivalité entre l'OFOR et le PUDC. Il y a plutôt une complémentarité. Nous avons exactement les mêmes missions. C'est arriver à donner aux populations du monde rural de l'eau potable. Je parle bien d'eau potable. Nous avons dans ce cadre un protocole d'accord entre l'OFOR et le PUDC. Et tous les ouvrages qui sont réalisés par le PUDC tombent de fait dans le patrimoine de l'Office des forages ruraux. Donc il y a vraiment une complémentarité. Il n'y a aucun problème entre l'Office des forages ruraux et le PUDC. Et depuis qu'ils sont là, ils ont mis à votre disposition combien de forages? Forages opérationnels, il y a à peu près une vingtaine de forages qui fonctionnent correctement, que le PUDC a mis à notre disposition. PUDC, c'est phase 1 et phase 2. Au total, nous avons 120 forages qui vont être réalisés sur un horizon de 2 ans. L'Office des forages ruraux a un programme très ambitieux de 280 forages qui vont être mis en place aussi. Et je pense que sur fin 2017, on devrait arriver à ne plus avoir de gros problèmes dans la gestion de l'hydraulique rurale. D'accord. On reviendra un peu sur cette politique publique en matière d'hydraulique rurale, mais parlons du Magal de Touba, puisque c'est l'actualité. Nous sommes à quelques jours. Le secrétaire d'État chargé de l'hydraulique en visite à Touba a rassuré quant au dispositif qui sera mis en place pour sécuriser totalement la ville. Vous confirmez ça? Je pense qu'en introduction, vous avez dit les pénuries passées. Oui. Je signale qu'en 2015, il n'y a pas eu de pénurie, nous avons fait le job. En 2017, nous ferons le travail. Mais quand même, il y a eu quelques poches où il y avait des problèmes. Oui, il faut regarder l'affluence de la ville de Touba. Oui. Le problème de fond, il faut aller, je pense, dans le fond des choses pour voir pourquoi il y a eu des problèmes. Allez-y, pourquoi il y a eu des problèmes? 2017, peut-être vous avez eu des poches. Vous avez parlé de poches sur lesquelles il y a eu des problèmes. Quand vous ressemblez sur une journée ou 2 journées 3,5 millions de personnes, vous avez certainement de petites difficultés. Mais je pense qu'il y a eu des avancées significatives l'année dernière. Cette année, je pense que nous allons faire le job, il n'y aura pas de problème. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la SDE, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le comité d'initiative qui gère l'hydraulique à Touba, qu'on appelle communément Maourahmati. Nous allons mettre à disposition 120 camions citernes, nous allons mettre à disposition 100 bâches, mobiliser une centaine de personnes de l'hydraulique, mais surtout nous avons réglé des problèmes de fond. Ça veut dire que toutes les
toutes les habitations qui sont aux alentours de la ville de parce Touba. à la périphérie, elle est aussi importante que l'intérieur de Exactement. Ouais. Et c'est 40 km de réseau que nous avons fait. 40 km de réseau, c'est plus que la distance entre Dakar et Diamniadio. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et nous allons continuer ces efforts régulièrement pour ne plus avoir à, entre guillemets, stresser quand il y aura un Magal de Touba. Ouais. C'est une logistique importante, 120 citernes, plus de 40 km de réseau. Mais comment le dispatching et l'organisation un peu de la distribution de l'eau va se faire? Parce qu'on est dans des jours d'affluence où les camions vont devoir faire des rotations entre les points d'eau et les centres-villes. Voilà, ce que nous avons fait, d'abord, nous avons spécialisé les zones où les camions vont s'approvisionner. Mais justement, ce qu'il faut, c'est la veille. Le Magal, c'est 2 jours. Hein. C'est la veille et le jour du Magal. Oui, mais il y a les gens qui arrivent avant. Mais les gens qui arrivent avant, ce n'est pas les plus nombreux. Mais on règle le problème à ce niveau-là. Nous avons commencé à travailler pour préparer le Magal de façon opérationnelle il y a 3 mois. Là, nous avons fini, mais de façon pratique, en termes de préparation, nous avons commencé à travailler sur le Magal depuis 10 mois. Je pense que tous les problèmes que nous avons eus dans le passé, c'est un problème d'absence de planification. Ça, nous l'avons réglé. Aujourd'hui, je pense, comme je vous dis, je ne pense même pas, je vous confirme qu'il n'y aura pas de problème de pénurie d'eau pendant le Magal. Par contre, vous pouvez avoir des aléas que nous ne maîtrisons pas. Mais notre travail, nous l'avons fait. Maintenant, le jour du Magal, il peut y ait de petits soucis qui sont indépendants de nous. On ne le souhaite pas. Nous avons fait ce qu'il faut, il n'y aura pas de problème de manque d'eau. C'est des millions de pèlerins qui sont attendus. Ouais. Les quartiers, ils n'ont pas tous les mêmes contenances. Hein. Il y en a qui sont plus peuplés, qui reçoivent plus de monde que d'autres. Est-ce que tout ça, vous avez pris... On a prévu tout ça. Tout ça est très bien planifié et sera exécuté dans les règles de l'art. Comme je vous dis, il n'y aura pas de problème de manque d'eau pendant le Magal. On sait que les gens commencent à affilier déjà sur la ville sainte. À ce jour, qu'est-ce que vous avez mis en place? Nos équipes sont déjà sur place et ont commencé à travailler depuis 10 jours. Il y a des citernes d'eau qui sont déjà... Il y a des citernes d'eau. Toutes les citernes qui sont de Louga, de Diourbel, de Touba sont déjà sur place et commencent à faire le travail correctement. Je n'ai pas d'inquiétude particulière par rapport au jour du Magal. Mais je pense pour Touba qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin que le Magal. Beaucoup plus loin, c'est quoi? C'est régler le problème définitivement? Parce que chaque année, c'est une récurrence. Pour vous, il faut s'inscrire dans la durée? On n'a pas le choix. On ne peut pas travailler comme ça. Chaque année, vous avez un stress. Chaque année, vous dépensez beaucoup d'argent pour un Magal. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus dans la durée. Regardez ce qui se passe. Vous avez des gens qui habitent dans la ville, qui habitent à Touba. Qu'est-ce que nous faisons de ces gens après le Magal? Il faut qu'on trouve un moyen pour que tous ceux qui habitent à Touba aient accès à l'eau définitivement après le Magal. Mais ça se demande des changements structurels très importants qu'il faut qu'on mette en œuvre. C'est-à-dire vous êtes pour qu'à Touba, que Touba paye l'eau, parce que jusqu'à présent, je crois savoir qu'à Touba, on ne paye pas l'eau. Vous dites que pour régler cette question, il faut quand même que l'eau soit payée à Touba. Je pense que cette question, il faut que nous l'abordions avec moins de patience. Diligence, ouais. Il faut que cette question, nous l'abordions de façon froide. C'est 2 millions de personnes qui vivent dans cette ville. Dire que Touba ne paye pas l'eau, ça n'est pas vrai en réalité. Les factures d'électricité des forages de Touba, on parle entre 150 millions et 200 millions chaque mois. C'est vous, c'est moi qui payons ces factures d'électricité en réalité. On parle de 2 milliards de francs CFA par année. Si on veut arriver à régler le problème, il faut qu'on trouve un moyen, je ne sais pas ça va être lequel, pour que le service de l'eau puisse être rémunéré. Vous avez les boulangeries, vous avez des usines qui sont à Touba. Ces gens ne paient pas l'eau. Vous avez des gens à Dakar. Je paye une maison que j'ai construite à Touba à 300 millions de francs CFA. Ma résidence secondaire, je l'ai construite à 300 millions de francs CFA et je ne paie pas une facture d'eau de 10 000 francs par mois. En fait, ceux qui payent l'eau à Touba, pour les populations, c'est le paysan de Ilou-Balir, c'est celui de Ouang, c'est celui de Balou, c'est celui de Diawara. C'est le pauvre qui paye pour le... En fait, ce sont les ressources publiques qui payent en réalité. Mais je pense que les gens les plus riches, il faut dans tous les cas de figure, si on va régler le problème d'approvisionnement en eau de Touba, qu'on trouve un moyen pour que le service de l'eau à Touba puisse être payé. Par qui, je ne sais pas. Mais on ne peut pas continuer comme ça. L'État n'a pas les ressources financières. Vous avez été à Touba avec le secrétaire d'État. Est-ce que vous avez abordé la question avec les autorités religieuses de Touba? Il y a 2 choses. Moi, on m'a confié une mission bien précise. Ma responsabilité, c'est de dire aux gens qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver. Le secrétaire d'État à l'hydraulique a été informé, les autorités ont informé. Maintenant, il y a aussi des spécificités. Ça demande une concertation très, très large pour qu'on arrive à ça. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on discute de cette question de façon très lucide, très froide. Le problème de l'eau à Touba pose des problèmes de santé publique. C'est pas de l'eau potable? Non, c'est pas de l'eau potable. L'eau qui sort des forages de Touba n'est pas de l'eau potable. Et pourtant, les gens, ils boivent ça. Mais
attendez, qu'est-ce qui boit ça? C'est ceux qui n'ont pas le choix. La majorité des gens à Touba, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent de l'eau en sachet ou en bouteille qu'ils boivent. Mais ceux qui vivent à la périphérie de Touba, les personnes les plus pauvres de Touba, c'est eux qui boivent cette eau. Savez-vous qu'une femme enceinte à Touba, quand elle a les moyens, elle va à Diourbel, elle va ailleurs, mais elle ne reste pas dans la ville de Touba parce qu'à cause de la qualité de l'eau. Ce que nous avons dans la ville de Touba, c'est que vous n'avez pas une étanchéité entre l'eau des égouts et l'eau potable. C'est grave, là. C'est la réalité. Mais pour régler ce problème, il faut qu'on trouve un moyen. C'est ça la difficulté que nous avons dans cette ville. L'eau qui sort des forages de Touba. Mais est-ce que ça, vous avez suffisamment alerté par rapport à cette situation? Parce que c'est assez alarmant quand même comme Je suis surpris que vous me disiez que c'est alarmant. Tout le monde est au courant. Mais tout le monde sait qu'il y a un problème de santé publique que pose l'eau à Touba. Essayez d'aller à Touba, essayez de goûter l'eau des forages, elle est salée. Je pense qu'il faut une large concertation, il faut dire les choses comme elles sont, expliquer surtout quels sont les problèmes de santé publique que pose cette eau. Et je pense qu'après, on pourra dire qu'est-ce que nous devons faire pour régler ce problème-là. Ce n'est pas le fait de payer, mais je pense qu'il faut qu'on regarde les effets de cette eau sur les populations qui y vivent. Je ne parle pas des pèlerins. Mais quels sont les effets de cette eau sur les gens qui vivent dans la ville de Touba? Oui. En termes de santé publique, je dis. Oui. Est-ce que mais pour les besoins du Magal, pour les pèlerins qui vont arriver sur la ville, est-ce que vous avez mis en place des mesures pour que ces gens-là qui n'ont pas l'habitude de boire cette eau-là puissent avoir accès à l'eau potable? C'est ça que je vous parle. Alors, pour le Magal, pour le temps du Magal, pour le temps du Magal, ce que nous faisons, j'en profite pour remercier le directeur général de la SGE qui nous accompagne. Nous mettons en place pendant la période du Magal ce que nous appelons des unités de chloration. Toute l'eau qui sort des forages de Touba pendant le Magal est de l'eau potable. Maintenant, ce que nous devons faire, à mon avis... Comment vous faites ça pour que on travaille avec la SGE qui nous appuie en mettant ce qu'on appelle des unités de chloration, que nous mettons au niveau de tous les forages. Ce qui fait que l'eau qui sort des forages de Touba est parfaitement potable pendant le Magal et après le Magal. Mais pourquoi pendant juste cette période-là? Pourquoi la SDE, en rapport avec l'OFOR, ne ferait pas ça en permanence, sachant quand même que c'est des citoyens qui y vivent de manière permanente? Parce que, Ngari, ces dispositifs coûtent de l'argent. Si je prenais le budget total de l'Office des forages ruraux, je le mettrais à disposition 24 mois, 12 mois, ça ne suffirait même pas. Parce que ce dispositif de chloration, il coûte de l'argent. Il faut que quelqu'un paye pour ça. Nous avons l'appui de la SDE que nous remercions, qui nous aide en mettant en place ce dispositif. Mais après le Magal, on peut le laisser, mais il faudrait que quelqu'un paye pour ça. Et cet argent, nous ne l'avons pas. Et le dispositif, il est mis en place à partir de quel moment? Combien de jours avant le Magal? Il est déjà en place. Et combien de jours après? On peut le laisser peut-être un mois après. Mais nous sommes obligés, parce que c'est un prêt, c'est la SDE qui met ces dispositifs gracieusement à notre disposition. Parce que nous n'avons pas ces moyens financiers pour laisser le dispositif de façon permanente. C'est pour ça que je dis ce qu'il faut. Analyser la situation de façon très froide et regarder quelles sont les pistes de solution. Pour que, je ne parle pas des pèlerins, pour que ceux qui vivent dans cette ville de façon permanente puissent continuer à avoir de l'eau potable. Et je pense que c'est ça la solution pour l'approvisionnement en eau de la ville. Est-ce que cette situation de gratuité de l'eau, elle est spécifique à Touba ou ça concerne toutes les familles religieuses, étant entendu qu'on en dispose quand même dans les autres localités du pays? Elle est spécifique à Touba. Cette gratuité de l'eau est spécifique à la ville de Touba. Vous allez à Tiawan, on paye, vous allez à Minegonas, on paye, vous allez un peu partout, les gens payent l'eau. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est la solution qui s'impose pour sécuriser la ville? Ça n'est pas pour moi, c'est une question de bon sens. Pour toute personne qui réfléchit, c'est la solution. Il faut qu'on trouve quel moyen, mais il faut qu'on trouve. Il n'y a pas que l'État qui paye, les chefs religieux mettent beaucoup d'argent, en réalité, pour les problèmes d'approvisionnement en eau potable. Vous avez beaucoup de volontaires qui financent Maou Rahmati pour les problèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville de Touba. Mais ça a des limites. On parle de plus d'1 million de personnes à qui ils vont donner l'eau. Vous savez le plus grave qui va arriver. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une autoroute Ila Touba. Quand cette autoroute va se terminer, ce qui va se passer, la ville va exploser. Si on y prend garde, on n'essaie pas de régler le problème maintenant, ce qui va se passer après, c'est qu'on sera complètement dépassé. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut regarder le problème de façon très lucide. Entre les problèmes de santé publique que pose la qualité de l'eau à Touba et le fait de dire, est-ce qu'on continue à se fermer les yeux dessus?
Ça n'est pas tenable. Il y a un arbitrage à faire. Mais dans les autres localités du pays, il y a des zones où quand même vous avez de l'eau qui n'est pas du tout potable aussi. Aujourd'hui, ces populations n'ont pas forcément accès à ce système de coloration. Ah si, ce que nous sommes en train de faire. Vous avez ce qu'on appelle le bassin arachidier, oui, où l'eau est salée, où l'eau est fluorée. Justement, c'est le sens de la réforme de l'hydraulique rurale. Quand vous mettez un acteur du secteur privé qui a la maîtrise de tout ce qui est exploitation de l'eau, la première chose qu'on lui demande, c'est justement de régler ces problèmes-là. Dans tout le bassin arachidier, Kaolack, Fatick, Kaffrine, le problème de la salinité de l'eau va être réglé dans les plus brefs délais, parce que justement, nous avons recruté des opérateurs privés qui vont s'occuper de ça. Quand je parle d'opérateurs privés, parce que justement dans ces zones, comme nous avons les moyens de faire payer le service de l'eau, on peut trouver très rapidement une solution. Donc aujourd'hui, vous faites appel à des privés dans le cadre de la gestion de l'eau. Vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous devez faire? Répliquer le système qui existe dans l'urbain, dans le monde rural. C'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous sommes en train de dérouler en politique. Oui, mais ces privés-là qui interviennent dans le monde rural, qui sont-ils? On en trouve des Sénégalais. Je crois savoir que vous avez fait appel à des étrangers aussi. Vous savez... appel à des étrangers, appel à des Sénégalais, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver les personnes qui sont capables de... quelque part, oui. Je n'y crois pas à la préférence nationale, personnellement. Moi, ce que je crois, c'est quels sont les gens qui sont capables d'apporter de la valeur ajoutée, quels sont les gens qui sont capables de donner de l'eau potable aux populations. La nationalité m'importe. Mais est-ce que vous en trouvez au Sénégal, ces gens? Justement, ce que nous avons fait. La première délégation de service public qui fonctionne très très bien dans la zone Nottingham-Palmarin, c'est une société hollandaise qui s'est mise en joint venture avec une société sénégalaise. Donc, il y a un transfert de compétences. La deuxième qui concerne Thiès-Diourbel, ce sont des Canadiens qui se sont mis avec des Sénégalais. Et la troisième qui concerne Kaolack-Kaffrine, ce sont des privés purement sénégalais. Et je pense qu'il y a un gros défi à relever à ce niveau-là. On ne fait pas de fixation sur la nationalité. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui est capable de donner aux populations de l'eau potable. Et je pense que c'est ça qu'on doit regarder. Vous savez, préférence nationale, moi je mets beaucoup de bémol dessus. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique de révolutionner l'hydraulique rurale. C'est une politique de l'État en pleine expansion. Vous avez aussi en ligne de mire un peu les îles de Casamance et les îles du Saloum. Les îles du Sine Saloum, ça c'est la grande nouvelle. Le 14 novembre, ça veut dire lundi prochain, on va commencer à donner de l'eau potable à des gens qui tous les jours allaient chercher de l'eau en pagayant pendant 10 heures. Ce problème il va être réglé très très vite. On va commencer à donner à Bassoul, à Dirna et à une autre commune de l'eau potable. Après, on va faire une grande inauguration à partir du 14 décembre, je pense, pour donner de l'eau potable à toutes ces îles du Sine Saloum. Et ça va être un vieux souvenir. Et nous avons récemment reçu un financement de la BADEA pour également donner de l'eau. Bangara pour le développement en Afrique, oui. Exactement. Et je pense qu'il y a des projets majeurs que nous sommes en train de dérouler et je pense qu'ils permettront de régler définitivement ce problème d'accès à l'eau potable. Oui, accès de l'eau, mais à de l'eau de qualité aussi, parce que c'est tout aussi important. Ça va ensemble et c'est pour ça justement que nous avons impliqué le secteur privé. L'objectif, je pense qu'on doit passer d'une approche qui concerne à dire au monde rural, donnons-leur de l'eau, à une approche qui dit donnons aux populations de l'eau potable. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Et je pense que ça, c'est toute la logique de la nouvelle politique de l'hydraulique rurale. C'est l'eau à disposition, en même temps potable. L'eau à disposition potable. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes sur le terrain avec le PUDC. On revient dessus, hein, qui a mis à disposition un certain nombre d'ouvrages. La maintenance de tout ceci, parce que c'est un aspect important. La maintenance ne sera plus du tout un problème parce que justement nous allons appointer le secteur privé qui a la capacité de gérer ces forages-là. La maintenance. Vous savez, le Sénégal, en réalité, n'a jamais eu de problème d'ouvrage hydraulique. Nous avons plutôt eu des problèmes d'entretien, des problèmes de maintenance, des problèmes pour assurer la continuité de service. Et je pense que ça va être réellement un vieux souvenir sous peu. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de forages quand même qui sont tombés en panne. Combien sont-ils aujourd'hui qui ne sont pas fonctionnels dans le monde rural, dans le périmètre que vous gérez vous? Nous avons aujourd'hui un parc de près de 1600 forages. Je peux dire qu'on doit tourner autour de 4 à 5% qui tombent en panne. Et nous faisons ce qu'il faut pour les remettre en route. Ouais.
C'est ça. Je pense que nous avons 5-6% de forages qui ne fonctionnent pas. Quand je dis qu'ils ne fonctionnent pas, c'est de façon instantanée. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer et de trouver des solutions. D'accord. Vous, quand vous analysez aujourd'hui cette politique rurale de démocratisation, vous dites quoi? L'objectif ultime pour vous, l'objectif ultime pour l'OFOR, c'est que chaque foyer dans le monde rural puisse avoir un point d'eau potable dans la maison. Vous savez, à Dakar, quand vous ouvrez votre robinet, c'est une banalité, mais pour les gens du monde rural, c'est un luxe. Et c'est vraiment dommage. Il faut qu'on arrive à deux choses. Que la vision de l'OFOR, un foyer, un point d'eau potable, soit une réalité, mais surtout qu'on ne parle plus d'hydraulique urbaine et d'hydraulique rurale. On parle de l'hydraulique tout court. Tout simplement. Les Sénégalais sont tous égaux en droit et en devoir, naturellement. Et je pense qu'il faut qu'on se batte pour que cette politique soit une réalité. Vous savez, quand le président de la République faisait sa campagne électorale, il a fait le tour du Sénégal. Il était au contact du monde rural. Et il y avait 3 problématiques. 3. Lesquelles? La première, les populations disaient « nous voulons de l'eau ». La deuxième, ils disaient « nous voulons de l'eau ». Après seulement, ils ont dit « nous voulons maintenant l'électricité ». Et je pense que c'est ça qui a été le prélude à la mise en place de tous ces programmes ambitieux. 251 forages que nous allons faire sur une durée d'1 an et demi, 120 forages du PUDC, les autres programmes qui viennent. Je reste persuadé que cette promesse qui a été donnée aux Sénégalais de leur permettre d'avoir de l'eau potable va être réalisée dans les délais requis sur lesquels nous nous sommes engagés. Oui, mais une chose est de mettre en place des foyers d'eau, mais une autre est de raccorder ces populations. Puisque quand on habite dans une zone où on a un problème de piste pour accéder au foyer de l'eau, ça pose problème. C'est quoi, vous, votre politique en matière de raccordement de tous ces villages ou bien de toutes ces maisons qui sont quand même, qui n'ont pas les moyens toujours de se faire tirer l'eau du foyer à la maison? Je suis d'accord avec vous, vous avez posé les bonnes questions. Oui. Nous avons, je vous ai dit, la vision de l'OFOR, un foyer, un point d'eau potable, le point d'eau rapproché aux populations. Aujourd'hui, avec tous ces programmes, qu'est-ce que nous allons régler? Nous allons régler le problème de la production. Mais après la production, ce qu'il faut faire, c'est aller beaucoup plus loin et régler le problème d'accès, la proximité du point d'eau avec les populations. Savez-vous, quand vous allez dans le Djeri, quand vous allez dans la zone de Tambacounda, vous savez ce qu'en font les femmes? Elles marchent 15 km par jour pour aller chercher la bassine d'eau sur la tête. Les enfants ne vont pas à l'école, les femmes ne font rien du tout qu'aller chercher de l'eau. Et justement, ça va être la seconde phase. Quand je parle de seconde phase, je parle de moyen terme. Sur 6 mois, nous avons fait toutes les études, maintenant nous allons chercher les requêtes. Nous allons régler la production, maintenant ce qu'il faut, c'est rapprocher les populations des points d'eau en développant des programmes très intensifs. C'est le raccordement. C'est aujourd'hui combien de kilomètres à raccorder sur tous ces programmes-là? Les dernières études que nous avons faites nous ont montré qu'on aurait besoin de pratiquement de près de 5 milliards de francs CFA pour raccorder l'ensemble des populations du monde rural. Et l'accès par rapport au pouvoir d'achat de ces populations, on sait que c'est des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat comme on le trouve en milieu urbain. Oui, c'est des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat. Vous savez, dans le monde rural, vous avez tous les prix. Vous avez les prix qui vont de 150 francs, 200 francs, même à la limite, je peux dire, à 700 francs CFA le mètre cube. Et quelle est la conséquence de cette politique quand vous avez 700 francs le mètre cube? Ben, les gens préfèrent aller prendre l'eau de pluie que de prendre l'eau du forage, en réalité, parce que c'est hors de portée de prix. Justement, le rôle de l'Office des forages ruraux, c'est d'arriver à réguler tout ça. Mais ça, nous ne pourrons le faire qu'à travers des péréquations. Péréquation, ça veut dire prendre l'ensemble des forages, les mettre ensemble, et ça permettrait de baisser significativement les prix. Ça aussi, c'est une approche de ce que nous voulons faire. D'accord. Il y a l'eau pour les populations, mais il y a aussi l'agriculture qu'on ne peut pas occulter. Le président a fait une priorité aujourd'hui, parce qu'avant de parler d'agriculture, il faut d'abord boire. Mais quand ces populations auront bu déjà, pour l'agriculture et pour l'élevage, il y a le cheptel aussi. Exactement, vous avez l'eau pour l'agriculture, vous avez l'eau pour l'élevage et vous avez l'eau pour la boisson. L'eau pour la boisson doit représenter plus les 10% des besoins. L'agriculture, parce qu'il faut permettre à ces gens dans le monde rural de pouvoir profiter de l'eau et de cultiver. Tout ça est pris en compte et nous travaillons dans une logique de synergie. Juste après le Magal, on va faire une réunion avec l'ensemble des services, des directions du ministère de l'élevage qui travaillent dans l'hydraulique pour qu'ensemble, qu'on voit quelle est la meilleure approche pour que ces populations puissent avoir de l'eau pour l'élevage. Après, on va faire la même démarche avec le ministère de l'Agriculture aussi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Autour des points d'eau, autour des forages, il faut qu'on arrive à développer des activités génératrices de revenus. C'est la seule façon pour arriver à limiter l'exode rural. C'est la seule façon pour fixer les populations et c'est la seule façon pour créer des emplois pour les jeunes.
D'accord. On sait que l'OFOR a été créé en 2014 pour donner corps à cette politique de réforme qui a été initiée depuis 1980, on l'a dit. Je crois que c'est sous Abdou Diouf. Aujourd'hui, vous avez le soutien des partenaires. Il y a beaucoup d'engouement autour du secteur de l'hydraulique rurale. C'est quoi? C'est la confiance des bailleurs? Il y a du positif, il y a du négatif, il y a du positif. C'est quoi le positif déjà? Le positif, c'est que nous nous concentrons sur notre mission. Le positif, c'est que nous avons montré que c'était possible d'y arriver, de faire autrement. Les côtés négatifs, je ne dirais pas négatifs, c'est plutôt les quelques difficultés. C'est que je pense qu'il faut faire beaucoup plus de communication pour expliquer aux gens là où nous voulons aller. Et nous avons la confiance des bailleurs qui vont nous accompagner. Je pense que c'est la première fois depuis le Sénégal est indépendant que nous avons un programme où nous devons faire 281 forages sur une durée d'une année. Ça montre un professionnalisme en réalité et ça montre aussi un savoir-faire. Et nous avons l'écoute des populations, mais nous avons surtout l'engouement des maires, avec l'Association des maires du Sénégal, avec qui nous avons signé un protocole d'accord pour conduire cette réforme à bon port. Parce qu'on sait tous que c'est essentiellement pour le bénéfice des populations. Écoutez, je vous remercie, M. Sarr. Ok, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'OFOR, Office des forages ruraux du Sénégal. On revient sur le Magal, juste un mot pour rassurer définitivement tout le monde. Je peux confirmer que ce qui devait être fait a été fait pour que le Magal se déroule dans de bonnes conditions. Les pèlerins viendront et repartiront et il n'y aura pas de problème d'approvisionnement en eau pendant le Magal de Touba. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.